Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un autre philosophe dont je ne vous avais jamais parlé sur ma chaîne, à savoir Leibniz. Encore une fois, on est sur un philosophe, mi-scientifique et je suis très contente de vous en parler aujourd'hui parce que figurez-vous que je trouve qu'on ne parle pas assez de Leibniz. Leibniz est né en 1646 en Allemagne, comme son nom le laissait supposer, et il va d'abord commencer par étudier la philosophie, puis le droit et puis les mathématiques. Tout simplement, le genre de cursus qu'on n'a pas trop aujourd'hui. Il va être nommé conseiller à la Cour suprême, puis envoyé dans des missions diplomatiques. En gros, son job, ça va être de travailler à construire une unité politique et religieuse en Europe. Or, on fait suite à une époque où l'Europe a été déchirée par les guerres de religion, et autant vous dire que c'est pas une mince affaire que d'essayer d'unifier tout ça. Il va donc être amené à énormément voyager, à rencontrer beaucoup de grands philosophes, ainsi que les plus grands savants de son temps. Un petit peu comme Pascal, à ses heures perdues, il invente le calcul infinitésimal, voilà, entre deux réunions, rien de... Bon, ça va, le calcul infinitésimal, c'est un peu comme inventer une nouvelle recette de cookies. Et c'est en 1676 qu'il va commencer à publier ses premiers ouvrages philosophiques. De retour en Allemagne, il est nommé bibliothécaire. Voilà, je ne commande pas, je vous laisse juger de si c'est une ascension sociale ou pas. Il est nommé bibliothécaire, et quand même avec conseiller à la cour de Hanovre en 1677. Ce qui va lui laisser un petit peu de temps pour continuer à travailler sur une historiographie de la maison Hanovre, et aussi, accessoirement, sur quelques petits textes philosophiques. Ce que je trouve rigolo avec Leibniz, parce que bon, tout n'est pas rigolo dans la philosophie de Leibniz, mais c'est qu'on sent vraiment que c'est un esprit curieux. Voilà, hier, je vous ai parlé de Pascal, qui certes était un génie, qui était très curieux, mais je trouve qu'il y avait chez Pascal cet aspect un peu génie triste, on va dire, alors que là, chez Leibniz, il y a vraiment ce côté émerveillement, ce côté voilà, curieux face à toutes les disciplines. En effet, il va s'intéresser à tout. Il s'intéresse à l'histoire, au droit, à la biologie, aux mathématiques, à la physique. Et on pourrait dire que chez lui, c'est pas un signe d'éparpillement, c'est pas genre il s'intéresse un peu à tout mais globalement à rien, c'est plutôt le résultat d'une double conviction, à savoir que la raison est partout. Voilà, il n'y a pas de discipline plus noble qu'une autre ou plus intellectuelle qu'une autre. Voilà, toutes les disciplines sont issues de la raison, et surtout que la réalité est inépuisable. Et Leibniz va en cela s'opposer un petit peu à Descartes, même complètement. Savoir que bien qu'il soit lui aussi un rationaliste, au même titre qu'on parle voilà, du rationalisme cartésien, il ne va pas opposer la matière et l'esprit. Descartes, il va un petit peu mépriser cette sensibilité, cette réalité un petit peu changeante, alors que Leibniz, il l'embrasse. Et surtout, il l'explique. Il va réussir le pari de penser la diversité sans renoncer à l'unicité, mais aussi penser l'unité, sans renoncer à la diversité. Et c'est, on va dire, ce qui va animer toute sa philosophie. Et je trouve ça hyper intéressant parce que, comme je vous l'ai dit en introduction, il a eu par exemple ce rôle diplomatique d'unifier l'Europe au maximum. Et je trouve que c'est hyper beau comme image de se dire qu'on va unifier la diversité, c'est-à-dire qu'on va partir de pays différents, de peuples différents, de coutumes différentes, de religions différentes, de cultures différentes, etc. On va essayer de créer un seul grand ensemble, mais sans renoncer non plus à chaque unité, à chaque unicité. Il ne s'agit pas de négliger on va dire, les cultures locales pour faire une grande culture. Et à l'inverse, il ne s'agit pas de renoncer à la grande culture pour ne se concentrer que sur les cultures locales. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, sa philosophie, je trouve, est vraiment très liée à la réalité de son travail. Et voilà, il y a beaucoup de cohérence entre la réalité politique, la réalité de son époque et sa philosophie. Et j'ai envie de croire, je ne me suis pas plus renseignée là-dessus, que du coup ça devait être un très bon diplomate et qu'il a vraiment essayé de... Je me dis, avec une philosophie comme la sienne, ses actions n'ont pu être que positives, on va dire. Ou du moins ses intentions devaient être très bienveillantes. Mais là, c'est moi qui extrapole. Donc comme je vous disais, c'est vraiment cette volonté d'unifier et de reconnaître la diversité qui va vraiment porter toute sa philosophie et qui pour lui est vraiment le fondement de toute réalité. Donc en gros, qu'est-ce qui existe vraiment? Ce qui existe vraiment, c'est la substance individuelle. Et cette substance individuelle, cette substance première, on pourrait dire, ce niveau d'unicité premier, vraiment ce qui est unique, ce qui est la chose individuelle, il va l'appeler monade. Il aurait pu l'appeler Jean-Luc, il l'a appelé monade. Monade, en grec, ça veut justement dire unité. Et toute sa philosophie va reposer sur ce concept de monade.
Alors je vais pas développer davantage ici parce que déjà c'est très complexe, que je voudrais pas que cette vidéo soit trop longue, mais je voulais au moins voilà, juste vous parler de ce concept de monade, de cette unité de mesure première, on va dire de cette substance individuelle qui va composer toute la réalité du monde. À partir de ce concept de monade, il va vraiment développer une philosophie de l'harmonie et l'idée qu'on vit dans le meilleur des mondes possibles. Voilà, c'est deux choses, encore une fois, que je ne vais pas développer, mais que je voulais vous dire et que vous ayez en tête. C'est cette idée voilà, d'harmonie et de meilleur des mondes possibles. Si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo vraiment qui rentre dans le fond de la question des monades. Dites-moi en commentaire. Mais je voulais voilà, au moins vous présenter Leibniz, vous présenter un petit peu son histoire. C'est un petit peu ce que j'essaye de faire dans ces vidéos. Je sais que j'ai eu plusieurs commentaires me disant que j'allais pas forcément très loin dans les philosophies, qu'on n'apprenait pas non plus plein de choses. Mon objectif c'était pas de faire 24 vidéos d'1h30 sur chaque thèse de chaque philosophe, c'était plutôt de vous montrer une histoire de la pensée philosophique et de vous présenter un petit peu chaque philosophe avec aussi un petit peu sa vie personnelle et les grands moments de son époque et qu'est-ce qu'il a apporté à la philosophie sans rentrer non plus complètement dans le détail de sa philosophie. Maintenant n'hésitez pas à me dire si voilà, il y a des détails que vous voulez explorer davantage et je serai ravie de vous faire une vidéo dessus. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.